puisqu'il y a une importante échéance d'options Bitcoin de 14 milliards de dollars demain à 8 heures, heure GMT, indiquant 75 000 dollars comme prix aimant. Tout à fait. Aujourd'hui. Exactement, on est sur une échéance trimestrielle, donc vous avez un marché des options sur les cryptoactifs en termes de volume qui a été multiplié par 5 ces 2 dernières années. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure d'ouvrir une nouvelle rubrique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des cryptos sur TV Finance. Écoutez, on va réouvrir cette page particulièrement marquante, l'univers des cryptos qui, comme tous les autres actifs, fait, je dirais, les frais de la géopolitique, de la guerre en Iran déclenchée par l'administration Trump le 28 février dernier. Pour y voir plus clair, pour savoir si le marché est intéressant, si au contraire il faut plutôt s'en méfier, puisque vous le savez désormais, les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, n'est plus considéré comme une valeur refuge. Ça y est, c'est officiel, tout le monde le sait depuis, que c'est une valeur spéculative. Dans ce sens, dans cet esprit, faut-il en mettre et pourquoi, et surtout comment se positionner, comment agir face à cet univers particulièrement compliqué et émouvant. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver pour une première Mohamed Ganet. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci beaucoup Mohamed d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes fondateur de MyScaleIn et avec nous donc pour parler crypto-monnaie. Mohamed, dans un premier temps, on va faire un point marché, puisque si on analyse la paire Bitcoin-Ethereum, actuellement, on trouve une corrélation quasiment de 100%. Comment est-ce que vous expliquez cette situation dans un contexte de marché plutôt baissier? Alors effectivement, on a un marché qui a démarré sa baisse sur les cryptoactifs le 10 octobre. On a eu un crash sur les cryptos le 10 octobre. Depuis, on n'est jamais repassé au-dessus de ces niveaux. Donc, c'est les niveaux que vous voyez en bleu sur le graphique que je partage. Sur Bitcoin, on était dans la zone entre 110 000 et 113 000 dollars. Depuis, on a entamé une tendance baissière. Aujourd'hui, on est malgré tout dans une phase d'accumulation sur le Bitcoin depuis le dernier point touché le 6 février autour des 60 000 dollars. Et côté Ethereum, le niveau de support qui a été touché dans la zone début février était autour des 1800 dollars. Donc vous parliez de corrélation juste avant entre Bitcoin et Ether. Effectivement, Ether avait mis un peu plus de temps à démarrer sur le dernier cycle de hausse. Le dernier cycle a duré un peu plus de 2 ans. Sur le Bitcoin, on était parti des 15 000 dollars pour aller chercher les 126 000 dollars. Donc ça fait quand même une performance sur un peu plus de 2 ans d'un peu plus de 700%, donc ce qui est significatif. Ether avait mis beaucoup plus de temps que Bitcoin à repartir du dernier bear market. Pour une raison qui est très simple aussi, c'est l'approbation des ETF. L'ETF sur le Bitcoin avait été approuvé en janvier 2024 et l'ETF sur Ethereum est arrivé 7 mois après, au mois de juin-juillet. Donc ce qui explique qu'on a eu l'arrivée de capitaux sur Bitcoin beaucoup plus important que sur Ethereum à cette époque-là. Depuis, il y a eu un rattrapage malgré tout sur Ether. Ether avait redémarré enfin l'été dernier, entre juillet et août 2025, et depuis, on est repassé comme le Bitcoin dans une tendance baissière. Et aujourd'hui, on accumule depuis plus de 2 mois. Donc, on est dans une grande phase d'accumulation entre 1800 et 2400 dollars sur Ether et entre 60 000 et 75 000 dollars sur le Bitcoin. Donc, une zone de range dans laquelle il n'est pas forcément intéressant de travailler, sauf si on veut spéculer, acheter la zone en bas, essayer de revendre au milieu de la zone. Mais ce n'est pas des phases dans lesquelles il peut être pertinent et intéressant, en tout cas, d'être trop exposé à ce marché. Alors moi, je m'appuie sur des données qui datent très précisément du 11 février 2015. Donc vous voyez, il y a à peu près 11 ans de données. La corrélation moyenne entre Bitcoin et Ethereum, elle est mesurée à un peu moins de 30. Hier, au 25 mars 2026, elle était de 87 points. Donc vous voyez, on est effectivement, c'est tout à fait justifié d'expliquer qu'actuellement, il y a une vraie corrélation entre le Bitcoin et l'Ethereum. On va parler un peu géopolitique, depuis le début de la guerre en Iran, 28 février dernier, ça fait tout pile un mois, on entre dans la 4e semaine de guerre aujourd'hui. On a l'impression que l'Ethereum résiste mieux que le Bitcoin. Est-ce que c'est votre sentiment également ?
Oui, je dirais que les cours résistent plutôt pas mal, hein, par rapport au marché dont on peut regarder les indices, que ce soit les indices américains ou également en Europe. On a un marché crypto qui, contrairement aux indices plus traditionnels, reste dans une zone d'accumulation depuis avant en fait, le début des conflits au Moyen-Orient. L'Ether surperforme un petit peu par rapport au Bitcoin, mais on reste dans des zones de range qui sont assez larges, hein. Je vais parler de la zone 60 000, 75 000 dollars sur Bitcoin, 1800 à 2400 dollars sur Ethereum, donc ça fait des zones quand même d'amplitude assez importantes. Malgré tout, dans ces zones-là, on a une volatilité à court terme depuis 3 mois qui a fortement baissé. Et si on regarde également le marché des options en ce moment, on a une position ouverte sur le marché des options avec une échéance qui arrive demain matin à 9h16 sur le plus gros exchange d'options aujourd'hui qui s'appelle la plateforme Deribit. On a à peu près 14 milliards de dollars de valeur notionnelle qui arrive à expiration demain, avec un max pain, donc un strike sur le Bitcoin autour des 75 000 dollars. Donc on remarque que c'est à court terme le pivot qui est regardé par les spéculateurs, par les market makers et par les institutionnels. Et sur Ethereum, moi j'attends la cassure des 2400 dollars avec du volume et avec des convictions pour envisager une reprise d'un biais haussier à court terme. Pour le moment, on n'y est pas. On est encore en dessous, entre 2000 et 2200 dollars. Et je sens que ça manque un petit peu de carburant pour redémarrer une prochaine vague haussière sur les cryptos. Qui est très clair. On verra ça peut-être un peu plus tard au cours de votre intervention, quels sont les éléments fondamentaux qu'il faut peut-être avoir à l'œil. Maintenant, on va s'intéresser à vous, Mohamed. Est-ce que vous pouvez, alors, sans dire qui, mais on sait que vous avez été plutôt bien formé, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre approche d'intervention sur les cryptos? Est-ce que vous faites du trading directionnel? Est-ce que vous faites du hedging? Est-ce que vous faites du scalping? Ou est-ce que vous avez une approche plutôt diversifiée concernant la gestion de votre portefeuille? Alors, j'essaie d'avoir une approche assez diversifiée, même si sur le marché des cryptoactifs, c'est quand même, c'est quand même pas toujours. Vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. Oui, oui, Oui. on vous entend, Mohamed. Très bien. Je vous disais, sur le marché crypto, c'est toujours un peu compliqué d'être 100% diversifié, hein, puisque c'est un peu le Bitcoin qui drive le marché aujourd'hui. Donc, quand le Bitcoin prend une tendance, les altcoins, et notamment l'Ether et d'autres, hein, ont tendance à suivre avec des amplitudes encore plus importantes. Donc moi, je regarde le Bitcoin en priorité. Je travaille sur des horizons plutôt moyen-long terme, donc sur quelques semaines à quelques mois, voire ça m'arrive aussi de tenir des positions sur quelques années, hein, notamment le dernier cycle de hausse qui a démarré il y a un peu plus de 2 ans. J'ai pu laisser porter des positions pendant un peu plus de 18 mois. Donc je ne fais pas de scalping sur ces produits-là pour des raisons que je pense que vous imaginez, un marché très volatile et sur lequel il peut être effectivement intéressant de se couvrir. Donc j'essaie d'intervenir dessus à la fois sur du spot dans un horizon plutôt moyen-long terme, et si je veux travailler le court terme, je vais le faire plutôt sur des contrats perpétuels, donc du futur, avec la possibilité également effectivement de mettre en place des stratégies de couverture avec des options, effectivement. Ok, donc c'est votre stratégie. Alors actuellement, dans ce contexte particulièrement délicat, hyper mouvant, hyper volatile, votre stratégie, c'est la stratégie de couverture. Vous ne prenez pas de risque. Ouais, c'est plutôt des couvertures en ce moment et c'est plutôt être liquide sur le marché. Et notamment depuis qu'on a cassé la zone des 110 000, 106 000 dollars. Moi, je suis passé avec un biais baissier à court terme et ensuite la tendance s'est inversée, ça s'est accéléré en février. Et moi, j'aime pas travailler ce marché sur de la vente à découvert, donc j'ai plutôt tendance à, si je veux prendre des positions acheteuses, je vais me couvrir. Eric Sebon parlait avant, hein, je peux prendre des positions tout en face pour me couvrir. Et effectivement, en ce moment, je pense que c'est pas des moments propices à prendre des grandes décisions de trading ou d'investissement sur ce marché. Le faire à la marge, oui. Ne pas se surexposer, je pense que c'est primordial. Et bien évidemment, éviter les produits avec effet de levier, puisqu'on peut avoir des variations sur une journée parfois qui dépassent 10, 15, 20%, y compris sur Bitcoin et Ethereum. Donc, il faut vraiment être prudent sur ce marché. Très clair. On va parler un petit peu maintenant de ce qui pourrait booster les cours des cryptos. Notamment, vous souhaitez mettre en avant le projet Hyperliquid. C'est une plateforme qui pourrait, alors c'est tout le but du jeu finalement, c'est qu'elle attire qu'il y ait une deuxième vague des investisseurs institutionnels vers le monde des cryptos. Je rappelle, Hyperliquid, son intérêt, c'est que c'est totalement décentralisé, que c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le levier que la communauté financière attendait pour espérer que ça reparte, que le marché baissier rebondisse.
Effectivement, Hyperliquid permet, contrairement à des plateformes comme Binance, Coinbase et autres, cette plateforme permet aujourd'hui de pouvoir intervenir sur le marché des cryptoactifs de manière totalement décentralisée avec un portefeuille qui vous appartient. Donc, vous avez accès à votre clé privée. Ce qu'on dit dans les cryptos, c'est not your key, not your coins. Donc, si la clé privée, vous ne la détenez pas, vous ne détenez pas réellement vos cryptoactifs. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez un protocole qui s'appelle trade.xyz, qui est un protocole qui a été créé sur Hyperliquid via le HIP3, qui permet d'échanger des actifs également du monde traditionnel. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, depuis cette semaine, Trade.xyz a obtenu une licence auprès d'Hyperliquid pour proposer l'intervention sur des actifs traditionnels comme le S&P 500, par exemple. Et donc, vous avez une possibilité aujourd'hui, à travers une plateforme sur laquelle vous pouvez échanger des cryptoactifs, mais également de pouvoir intervenir sur des marchés plus traditionnels. Donc, ça permet quoi? Ça permet une concentration déjà de la liquidité. Et donc, ce qu'on remarquait notamment sur Ethereum avec les différentes coûts Layer 2 qui étaient intégrés sur Ethereum ces 3 dernières années, on avait une fragmentation de la liquidité qui ne permettait pas d'avoir justement des carnets d'ordre fournis pour pouvoir apporter en face de l'offre toujours de la demande. Là, on a la possibilité à travers Hyperliquid d'avoir une plateforme unique, décentralisée, mais qui centralise les liquidités et qui permet aux investisseurs et aux traders, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, de pouvoir intervenir sur ce marché. Donc ça permet une liquidité, ça permet d'avoir un marché avec moins de coûts de cotation, donc avec une possibilité de manipulation, on va dire, plus fine que ce qu'on avait pu voir il y a quelques années. Moi, j'ai démarré sur ce marché en 2015, donc vous voyez, 10 ans, plus de 12 ans, tous ces sujets-là n'existaient pas, même les plateformes centralisées, on en avait quand même très peu. Donc effectivement, Hyperliquid permet aujourd'hui de démocratiser davantage l'accès à ces solutions et maintenant de pouvoir investir également sur des actifs de la finance plus traditionnelle, directement on-chain, en détenant vos propres actifs et vos propres clés privées. Donc vous pouvez intervenir sur le S&P 500, sur l'or, sur le pétrole, etc. Ok. Ça, c'est pour l'esprit, c'est le marché actuellement. C'est ce qui, effectivement, attire peut-être au compte-gouttes un peu trop lentement. En tout cas, les investisseurs institutionnels, en tout cas, c'est dans l'œil des investisseurs institutionnels. Ils sont au courant que ceci existe. Il y a une autre échéance à très court terme qui est hyper importante à avoir en tête parce que potentiellement, ça pourrait demander à ce que l'on se positionne aujourd'hui sur le Bitcoin puisqu'il y a une importante échéance d'options Bitcoin de 14 milliards de dollars demain à 8 heures, heure GMT. Indiquant 75 000 $ comme prix aimant. Tout à fait. Exactement, on est sur une échéance trimestrielle, donc vous avez un marché des options sur les cryptoactifs en termes de volume qui a été multiplié par 5 ces 2 dernières années, donc notamment avec l'arrivée des institutionnels. Les institutionnels n'interviennent pas toujours avec de la vente à découvert, ils aiment bien pour travailler des produits uniquement le prix. Donc le fait de pouvoir travailler le marché des options est primordial également sur le marché des cryptos. Donc effectivement, 14 milliards de dollars attendus demain avec un mix pain, un strike autour des 75 000 $ sur le Bitcoin. Donc c'est une zone que je vais surveiller à l'échéance demain matin à 9h. Est-ce qu'on se rapproche pas de la zone? Là, on est autour des 69 800 $ sur le Bitcoin. Voilà, moi je surveille à tout terme un support autour des 66 000 $ sur le BTC et une résistance à 75 000 qu'il faudrait franchir à la hausse avec du volume et de l'amplitude pour pouvoir envisager un nouveau haussier à court terme. Donc effectivement, grosse échéance demain matin sur les options. Conseillez à nos téléspectateurs, alors vous conseillez, non, mais peut-être que vous pourriez laisser supposer que ça pourrait être intéressant de se positionner aujourd'hui, si on n'y est pas. C'est pas un conseil, ouais. mais en tout cas, il y a ce catalyseur qui existe. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Ce catalyseur est présent. Moi, j'évite d'être surexposé dans les périodes d'échéance trimestrielle. Il peut y avoir de la volatilité à l'approche de l'échéance de demain matin. Donc, ce n'est pas forcément des périodes dans lesquelles il faut intervenir de fond, mais oui, il peut y avoir du mouvement aujourd'hui et demain matin, même si la volatilité est quand même totalement baissée depuis le mois de février. Ok, très clair. Le message est passé. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir été avec nous ce matin. Mohamed Ghanay, je rappelle que vous êtes fondateur de Scale-in avec nous. On l'espère tous les jeudis ou peut-être une autre date. Il faudra qu'on fixe parfaitement le timing. Mais en tout cas, écoutez, merci beaucoup. Merci, bravo pour cette première. C'était très clair, très intéressant. Je vous souhaite une excellente journée, Mohamed. Et puis, écoutez, on se retrouve, je l'espère, très bientôt sur Téléfinance. À très bientôt. De notre côté, on marque une page de publicité et on ouvre notre séquence macroéconomie.
économie avec notre invité Koen Deleuze, Chief Economist chez BNP Paribas Fortis, avec lequel on va revenir sur la vision plus long terme de ce conflit au Moyen-Orient. À tout de suite sur TV Finance.